La vie des personnes noires, ils comptent rien au vrai, ils comptent zéro. Au Congo, on ferme la bouche, au Soudan, on ferme la bouche, tu vois. Salut l'équipe, sujet pas évident pour lancer cette chaîne YouTube avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande crise humanitaire du monde selon l'ONU. Alors ça se passe au Soudan, mais vous allez voir que ça se passe aussi un peu en France et même à Paris. I come in Libya, and after Libya, I come in Italy. After Italy, I come in Paris now. I live in Paris now, yes. Aujourd'hui, on arrive vers un état de droite et contre l'immigration. Ok, donc là il est 21h30 à peu près, et là je vais rejoindre une asso qui vient en aide aux réfugiés soudanais à Paris. Et moi je suis déjà venu la semaine dernière sans caméra pour me présenter, pour voir un peu comment ça se passait, et pas effrayer les gens sur place. Donc moi mon objectif c'est de raconter au mieux toutes ces histoires de vie, ces parcours d'exil, et comprendre comment des millions de personnes sont obligées de quitter le Soudan et de se retrouver donc parfois même à Paris, à Stalingrad par exemple. Là, je suis avec Abdallah et l'association Couche. On fait le boulot à la place de l'État. Pourquoi à la place de l'État? Il n'y a personne pour accueillir nos camarades. Hein. On essaye de trouver des solutions. Faire des maraudes, cuisiner, occulter des vêtements, ça caille, il fait froid. Et après, il nous faut des tentes, hein, mais on n'a pas de budget pour acheter des tentes, en vrai. Mais si on arrive à choper des tentes, des couettes, ça aurait été bien. C'est ça qu'il faut le plus? Ouais. Bah, il fait froid, il pleut tout le temps. Des kawaii, des trucs qui protègent du froid, de la pluie. Mais malheureusement, on est abandonnés, elles sont abandonnées en vrai, elles sont tout seules. Et du coup, il y a Kono, on a le même parcours, on est passé par là aussi. Mais... Toi, t'es passé par là, c'est-à-dire? Bah ouais, moi je suis arrivé en 2016, autant demandeur d'asile aussi. Hein, je dormais dans la rue. Tous les camarades soudanais là, que tu vois là, Ouais. même parcours. Vous êtes tous arrivés du Soudan? Tous du Soudan. 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois à l'extérieur, dans la rue. Et ouais, j'étais là, jardin d'Aïol, là, ce jardin là. Bah, on dormait tous ici, on était 1500 personnes. Quand t'es arrivé du Soudan, tu dormais ici? Ouais. C'était là, cet arbre là. Ouais. Lequel? Là, cet arbre. Ouais. Et puis avant, il n'y avait pas. Attends, je suis là, t'inquiète. Hein? Il n'y avait pas les barrières là, les grilles. Tout ça là? Tout ça, ils l'ont installé après notre évac. Ok, donc t'as dormi là combien de temps? 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette période? Punaise de lit, bagarre, des rats. Pas de toilette, pas de douche. Voilà quoi. Certains habitants qui râlaient, ils ne voulaient pas qu'on soit ici. C'est lourd? On a mal démarré aujourd'hui. Il est super lourd. Et le 10 km en 45 minutes. Ils sont en train d'acheter les gobelets parce que chaque semaine on se laisse surprendre, on a tout, on a 90 sandwichs, le thé, le café, les vêtements et en fait on se rend compte qu'on n'a pas de gobelets. Les commerçants ils sont gentils, vous en donnent ou faut acheter à chaque fois? Ben moi à chaque fois, enfin la dernière fois je prévoyais d'acheter mais il me les a donnés juste comme ça, une troisième de gobelets. Ouais, avec un peu de solidarité. Donc, ouais, complètement. Pourquoi vous prenez pas un sac? Ça continue. Hop. Du coup, c'est quoi le programme de ce soir? Ce soir, du coup, on a 90 kg de vêtements à distribuer. Ouais. Ensuite, on a 100 sandwichs. Alors ici, on est dans le nord de Paris, à Stalingrad, près du boulevard de la Chapelle. Parce qu'il y avait une évac il y a un mois et demi, mais ils n'ont pas évacué tout le monde. Et quand il y a des évacuations, Ils mettent tous les gens? À l'extérieur de Paris. Si tout taf, tu as un contrat CDI, il y a moyen que tu restes à Paris. Ou Île-de-France, dans des hébergements d'urgence, des chambres partagées de 3 à 4 personnes dans la même chambre. Au moment où je tourne ces images, on est en février-mars et il fait un tout petit peu moins froid que cet hiver. Mais là, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont là. Ils ont tapé la période de froid. Mois de décembre aussi, il y avait des gens. Novembre, décembre, janvier aussi. En vrai, il y a tout le temps des gens. Tout le temps. Même si on évac,
Le lendemain, il y a des gens qui s'installent aussi. Voilà. Ça s'arrête jamais? Ça s'arrête jamais. Depuis, je suis arrivé en 2006, ça s'arrête pas. 2016. Ok. 2016. Toujours pareil. Toujours pareil. Et tu sais, il y a combien de personnes ici? Ici, au moins 200. C'est quoi ton prénom? Ibrahim Aboubakar. Ibrahim Aboubakar. Moi c'est Valentin. Ok, moi enchanté, merci. Dans le camp, il y a une vie parallèle qui s'organise. On travaille, on mange, on dort et ce soir, on regarde même du foot. Oh, maintenant, il est de Man City, Manchester City. Ah, Man City. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas trop content. Mais moi, je suis content là. C'est quoi le score? C'est 12 € pour le Real. Je m'appelle Amar. Ok. Tu fais quoi ce soir? Ouais, on est venu pour le Maroc justement. Et là-bas, l'autre équipe, ils sont en train de distribuer des vêtements et des repas chauds. Okay. Et là, on nettoie un peu l'espace pour qu'il soit propre quand même. Parce qu'il y a des gens qui dorment à proximité. Les questions d'hygiène, c'est important pour nous aussi. Il faut que les gens soient dans des espaces un peu propres. Nous, on essaie d'aider aussi les personnes qui viennent d'arriver parce qu'il y a quelques années, on était dans la même situation. J'étais quasiment ici. Il y a des choses qu'on n'a pas eues quand on est arrivé en France. Et là, on essaie de faire l'inverse un peu, d'aider les personnes qui viennent justement ici, de les orienter vers les assos qui commencent les démarches et tout ça. Le métro, il passe tout le temps ici. Hein. Le métro, C'est hyper compliqué de dormir là sur le pot. Avec le métro, avec les voitures, la pollution, les déchets partout. Au niveau de l'hygiène, c'est la catastrophe. Vous en avez parlé à la mairie, j'imagine? Bon, après, la mairie, elle s'en fiche. Hein. La mairie, la préfecture, en fait, tout le monde au cours, la mairie passe tout le temps ici. Parfois, ils comptent les gens, tu vois, mais on ne sait pas pourquoi ils comptent les gens. Et parfois, la nuit, il y a la police aussi qui vient, qui gaze parfois, tu vois. Ah, la police vient gazer? Parfois, il vient gazer, ouais, il vient prendre les tentes, tu vois. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour disperser les gens? Ouais, pour que les gens ne restent pas ici. Tu vois, nous, on a fui nos pays, on était obligés de fuir notre pays. Alors je fais juste une pause dans la discussion avec Abdallah parce qu'il vient de parler de fuite et de guerre. Et justement pour illustrer cette guerre, le photojournaliste Arthur Larry a accepté de me montrer plusieurs de ses photos et même de les commenter. Arthur, il s'est rendu au Soudan plusieurs fois. Alors cette photo, elle a été prise à Omdurman, un quartier de Khartoum, qui venait d'être repris quelques mois auparavant par l'armée soudanaise. C'est 2 soldats qu'on voit traverser en plein milieu de Omdurman, complètement détruits. Et j'ai trouvé cette photo assez forte parce que derrière on voit les restes de la vie d'avant du Soudan et de Khartoum avec ce parc d'attractions qui est complètement détruit. Là, les personnes qui viennent d'arriver, elles ont parti du Soudan après la guerre par exemple. Ouais. Et du coup là, ils ont suivi la guerre au Soudan et ils suivent aussi la guerre en arrivant en Europe aussi. Parce que c'est une sorte de guerre aussi, ouais, tu vois. Et ouais, ça peut rendre malade, ça peut rendre fou. Et il y en a qui sont vraiment devenus fous. Tu sais, en France, je pense que tu vois aux informations sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent on peut pas accueillir tout le monde, ils ont qu'à rester chez eux, tu vois. On entend souvent ça, ils ont qu'à rester chez eux. Là, ce que tu dis, et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est des gens qui n'ont pas eu le choix de partir. Non, c'est pas un choix, c'est une obligation en vrai. Quand on habite au Soudan aujourd'hui, au Darfour, au Kordofan, c'est quoi le quotidien? Et donc au Soudan, le risque, viol, se faire tuer, le risque mort de la faim. Il y a énormément de cas de viol au Soudan et personne n'en parle. Récemment, il y a plus de 130 femmes qui se sont suicidées collectivement pour éviter le viol. Et depuis 2023, ça continue. Au Soudan, depuis l'indépendance en 1956, il s'est passé beaucoup de choses, notamment des coups d'État, une vingtaine de tentatives, et parmi ces tentatives, 7 ont réussi. Le Soudan, c'est aussi un pays qui a connu la dictature, celle de 7 hommes. Omar el-Béchir, au pouvoir pendant 30 ans, de 1989 à 2019, avant qu'il soit destitué après des semaines de manifestations. Mais j'avais envie de vous parler de ce qui se passe au Soudan depuis avril 2023, le 15 avril 2023, et qui a causé le déplacement de près de 13 millions de personnes. D'ailleurs, parmi ces 13 millions de personnes, 4 millions de Soudanais ont dû fuir vers des pays voisins comme le Tchad ou le Soudan du Sud. Sur cette photo que j'ai prise en janvier 2026, on se trouve à Tiné, à la frontière entre le Tchad et le Soudan.
Tous les jours, à ce point de passage, il y a entre une dizaine, voire une centaine de personnes qui continuent d'arriver en permanence, car les combats font rage et des villages sont brûlés. Donc elles viennent au Tchad pour trouver refuge et la sécurité. Depuis 2023, au Soudan, donc, deux camps s'opposent. D'un côté, l'armée régulière, l'armée soudanaise, dirigée par le général Al-Bourhan, soutenue par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. De l'autre côté, les FSR, les forces de soutien rapide. Eux sont dirigés par Mohamed Hamdan Daglo, qu'on surnomme Hemeti, et sont massivement soutenus par les Émirats Arabes Unis. Les Émirats leur fournissent des armes ou des mercenaires venus de Colombie contre de l'or que les FSR exportent illégalement du Soudan vers Dubaï ou Abu Dhabi. Cette photo, je l'ai prise en août 2024 à l'hôpital Al-Nao à Khartoum. C'était un des seuls hôpitaux fonctionnels à cette époque-là où la ville était encore à moitié sous contrôle des forces de soutien rapide. C'est une photo d'une mère et de son fils qui viennent d'être blessés par un bombardement des forces de soutien rapide qui tiraient des mortiers de manière indiscriminée sur les maisons dans la partie contrôlée par l'armée soudanaise. Alors quand on parle du Soudan, on entend souvent dire qu'il s'agit d'une guerre civile. Alors c'est vrai, ce sont des Soudanais contre d'autres Soudanais. En revanche, il est important de savoir qu'au total, une dizaine de pays sont impliqués directement ou indirectement dans ce conflit. En 3 ans de guerre, les FSR de Hemeti sont pointés du doigt et accusés de plusieurs massacres. Je vous donne cet exemple. Fin 2025, les FSR ont pris la ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord qu'ils assiégeaient depuis 18 mois. Et au moment d'entrer dans la ville, les FSR eux-mêmes ont posté sur les réseaux sociaux des viols, des massacres et des meurtres. Et d'ailleurs, à l'époque, plusieurs images satellites montraient le sol de la ville d'El Fasher. Le sable de la ville était devenu rouge de sang. Cette petite fille sur la photo, elle s'appelle Galia. Elle vient d'El Fasher, elle a 6 ans. Et les brûlures qu'elle a sur son corps, elles datent d'une frappe de drone des forces de soutien rapide sur la ville d'El Fasher. Elle a voulu sortir d'un abri où elle se protégeait et une frappe a atterri proche d'elle. Après la prise d'El Fasher, les FSR contrôlaient la quasi-totalité de la région du Darfour et ont continué à avancer dans le pays par la région voisine, le Kordofan. Ce conflit au Soudan est plus complexe que d'un côté des gentils, de l'autre des méchants, parce que les deux camps ont été accusés d'avoir enfreint le droit international humanitaire et d'avoir commis des massacres. Alors en retournant dans le quartier dont je vous parlais, à Stalingrad, j'ai rencontré Moussa qui a bien voulu me parler un peu. I'm from Sudan, yes. I come in Libya and after Libya I come Italy. And from Italy I come in Paris now. I live in Paris now, yes. I have 3 days in Paris. I'm new here. So why did you left Khartoum? I see now life in Sudan it is so difficult. You don't know how to work to get money, something like this. How old are you? Now I have 23. Excuse me? 23. Oh, you're young. You're still young. Yes, yes, Okay, 23. okay. I'm 29. 29. Yeah, almost 30. Oh, Yeah. yeah. Because you can see in social media, you see best place in social media, which place you get your paper for accommodation and you live here, I guess. Tout ce qu'il possède pour le moment, ce sont quelques papiers qu'il accepte de me montrer et qui sont censés le protéger. Ok, c'est un papier d'une association qui demande au contrôleur SNCF de ne pas lui mettre d'amende, qu'il est bien pris en charge par une association. You want to doing something for your future, like you want to get a nice education and you make your family. But I not speak English. Sorry? But I not speak English very well. If you someone translate. You speak English better than me. Where are you from? I'm from here. Oh, my mom is French, and my father is, Benin, next to... Yeah, I'm Beninese too. Yeah. It is very difficult. At night when you like to sleep here. A lot of noise, like metro down, metro up, and this is street for a lot of car and something like this. Yeah. I think this is difficult. Thank you, Moussa. Thank you. Thank you. La semaine dernière, je suis venu et le camp il s'est arrêté ici. Et là, on est une semaine après. Et de l'autre côté du pont, ça continue. Il y a tous les nouveaux arrivants là. Là, vous voyez, avec Amar, on essayait de trouver des personnes qui accepteraient de répondre à mes questions. Les gens, ils ont peur de parler, tu penses? Ouais, les gens ils sont peur de parler, surtout ils veulent pas se mettre devant la caméra parce qu'ils ont peur de la police et que la police peut venir les chercher ou quelque chose. Vous avez entendu ce qu'Amar a dit.
impossible de les faire parler devant la caméra. En même temps, je les comprends. Ils ont peur soit que la police les reconnaisse en voyant ma vidéo, soit il y en a qui ont peur aussi que leur visage soit reconnu et qu'ils ne puissent pas passer en Angleterre, à la frontière. Alors là, je voulais vous filmer un peu les alentours. Heureusement, le micro était coupé parce que j'ai marché sur un méga rat. Regardez. Il n'y a pas d'accueil au vrai. Il n'y a pas d'accueil en France. Malheureusement, on est dans le pays de droits d'homme, la liberté, la fraternité, l'accueil. Comme tu vois, nous, autant Soudanais, on intervient ici, mais il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, en vrai, des associations qui interviennent. Tu vois, des militants, il y en a mois, 2 mois. Et du coup, les exilés qui dorment à l'extérieur, ils doivent se débrouiller seuls. Et après, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est des gens qui viennent ici, qui taffent, qui payent leur impôt. Oui, il y a des gens qui travaillent ici. Oui, il y a des gens qui travaillent ici. Tu as pas mal dans le bâtiment, pas des métiers d'attention. Hein, que les gens qui disent qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, ils ne peuvent pas le faire. Tu vois. Bosser dans les restaurations. Et vraiment, on se pose la question. Quand on voit le Soudan, le Congo, la vie des personnes noires, ils comptent rien au vrai, ils comptent 0. Au Congo, on ferme la bouche, au Soudan, on ferme la bouche. Tu vois. Mais là, l'Iran, tout le monde parle de l'Iran. Venezuela, pendant 3 jours, tout le monde parle de Venezuela. Tu vois. Mais voilà, nous, on vit une lutte transparente. Nous, on veut des slogans, voilà, free immunité. Free Palestine, free le Soudan, free Congo, free Ouïghour. On va free tout le monde, sans faire des privilèges, sans choisir au niveau de la colère de peau. Voilà, tu vois. C'est l'être humain. Une personne tuée au Soudan, au Congo, au Palestine, au Ouïghour, reste une personne aussi. Il faudrait quoi, selon toi, pour que l'accueil soit décent? Au vrai, déjà à Paris, en Ile-de-France, quand même, il y a pas mal de bâtiments vides. Donc il faudrait déjà héberger les personnes exilées qui dorment dans la rue. Pas que des personnes exilées, même les SDF. Il y a de plus en plus des SDF dans la rue. Et moi, chez moi, il y a 3 appartements vides. Ça fait des années, par exemple. Il y a encore des bâtiments autour de nous, des bâtiments entiers vides. Pourquoi ils sont vides? Donc tu penses qu'il faudrait réquisitionner ces... Ouais. Et puis, au vrai, il y a des gens fragiles aussi, il y a des gens malades, il y a des gens mobilité réduite aussi qui n'arrivent pas à tenir, tu vois. Et là, on voit à la chapelle, au vrai, il y a des gens qui trouvent cette condition d'accueil et du coup, ils se mettent à fumer, ils se mettent à prendre de la drogue juste pour échapper de ça, tu vois. Tu penses que ces conditions, elles ont un effet sur le psychologique? Ouais. Là, la chapelle, franchement, tous les jours, on croise des Soudanais, des Somaliens, des Érythréens. La veille, ils étaient là, tu vois, on discutait tranquille. Le lendemain, ils pètent à câble, ils deviennent tarés. À cause, voilà, ils ont tombé sur le crack ou sur d'autres sortes de drogues, tu vois, juste pour échapper de cette condition, cette vie. Tu penses que ces conditions d'accueil, ça peut rendre fou? C'est une sorte de violence qui peut rendre fou, qui peut rendre malade, dépression, tu vois. Et il n'y a pas que ça, même là, au niveau de démarches administratives, il y a une violence administrative horrible de la part de l'État aussi. Alors en France, il y a plusieurs structures qui prennent en charge les demandeurs d'asile. Il y a l'OFPRA qui accorde ou non l'asile. Il y a l'OFIC qui gère l'hébergement et les allocations versées. Mais avant ça, la première étape pour les demandeurs d'asile, c'est de contacter la SPADA pour obtenir un rendez-vous. Le problème, c'est que tous les exilés n'ont pas de téléphone. Aujourd'hui, quand on parle juste de ces jeunes qui sont restés à Stalingrad, c'est des jeunes qui arrivent, les passeurs en Méditerranée, ils prennent leur téléphone, ils prennent tous leurs documents. Ils arrivent ici, ils font une demande d'asile. Aujourd'hui, juste pour des points techniques, tu demandes l'asile, il faut un numéro de téléphone. Juste ça, c'est un truc simple. Il faut un numéro de téléphone pour que tu puisses recevoir tes courriers, tu reçois tes rendez-vous. Moi, il y a plusieurs jeunes qui m'ont raconté qu'on est 3 sur un téléphone, mais on a un camarade qui est envoyé à Lyon, du coup on ne reçoit pas, on ne sait pas si quand nos rendez-vous. S'il n'y a pas les conditions de base d'accueil pour une demande d'asile, un suivi juridique, une traduction correcte, un accueil, un endroit, un abri pour ces gens-là, genre tout le reste, il va très mal. À ton avis, pourquoi tout ça s'est pas mis en place? Mais c'est pas mis en place parce qu'on arrive vers un état de droite et contre l'immigration. Pour moi, c'est assez simple. C'est pas genre contre les Soudanais ou juste, mais contre l'immigration totale.
Tu penses que c'est une volonté, le mauvais accueil des exilés? Bah, tout à fait. Pour moi, c'est une politique de tri. C'est un accueil qui met toute la faute sur les exilés. Sur le pull, je me permets. Bon, alors là, on a entendu la colère des membres de l'association qui sont sur le terrain, et je pense que vous la comprenez, cette colère. Mais moi, je ne pouvais pas terminer ce reportage sans demander à l'État directement une réponse et comprendre ce qui est déjà mis en place en France. L'OFI est une sorte de grand hôtelier qui gère à travers la France à peu près 120 000 places d'hébergement de demandeurs d'asile, où les personnes restent pendant la procédure de demande d'asile qui, elle, relève de l'OFPRA. On est en charge de les héberger le temps de leur procédure. Okay. Ce monsieur, c'est Didier Lesky, directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et l'intégration. Et j'aimerais bien qu'il réponde au mot d'Anouar qui dit que c'est une volonté de l'État de mal accueillir les exilés. Je pense que c'est absolument faux. Voilà, c'est même assez idiot. Il ne faut pas dire autre chose. L'accueil, il se fait de manière importante, il se fait à travers des associations qui sont subventionnées par l'État. Et en ce qui concerne particulièrement les Soudanais, par exemple, j'ai un chiffre que je peux vous communiquer, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu leur protection, l'État fait en sorte, avec ses moyens, qu'ils puissent sortir vers du logement. Aujourd'hui, 70% des Soudanais qui ont un titre de séjour en France vivent dans du logement social. Et c'est essentiellement à partir du contingent préfectoral, c'est-à-dire la volonté de l'État de les orienter et de ne pas les laisser dans une situation démunie. Vous me dites c'est idiot. Comment on explique dans ce cas-là une telle différence de perception entre vous ici et... Écoutez, d'abord, il y a différents types d'associations. Le droit d'association il est libre en France. Il y en a qui peuvent considérer que l'État n'en fait jamais suffisamment assez. C'est leur droit. Ce que je vois, c'est que la dépense publique pour l'accueil des immigrants ne cesse d'augmenter, et à bon droit en ce qui concerne l'asile. Après, qu'il y ait des critiques et que les personnes disent rien n'est fait pour accueillir, je pense que c'est une perception peut-être liée à la douleur du parcours, mais ce n'est pas la réalité. Là, dans le cadre de ce reportage, j'ai passé donc pas mal de temps avec des associations qui viennent en aide à des exilés soudanais qui sont majoritairement, enfin Paris en tout cas, à Stalingrad et boulevard de la Chapelle. Oui. Ce que je constate du coup, donc les Soudanais pour le coup de ceux que j'ai rencontrés sont plutôt en faveur d'avoir le statut de réfugié. En tout cas, font les demandes. Ils me font état de plusieurs difficultés dans les démarches administratives. La première chose, c'est que pour la SPADA, arrêtez-moi si je me trompe, il faut passer un coup de téléphone. Alors, c'est la particularité de l'Île-de-France, qui est le fait que nous avons mis en place une plateforme téléphonique multilangue. Sur la plateforme, il y a directement 12 ou 14 langues, je ne me rappelle plus. Et qui organise le rendez-vous à la fois pour la SPADA et pour le GUDA. Voilà. Et l'idée, ça a été de raccourcir considérablement les délais d'attente, puisque il y a quelques années encore, on avait des très grands campements devant le service de premier accueil de demandeurs d'asile, avec des difficultés pour certaines nationalités d'accéder à la demande d'asile. Et là, vous pouvez être enregistré en 3 ou 4 jours. La question que se posent les associations, c'est vraiment quand on est sur le terrain, on est dans un campement, donc avec ce que ça comporte, des tentes, parfois des déchets, des restes de nourriture par terre partout. Ce qui se demande, ce qui se pose comme question, c'est comment se fait-il, en tout cas ils ont ce sentiment qu'il n'y a pas de véritable prise en charge ou d'accueil. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce sentiment-là ? Alors comme je vous l'ai dit, la demande d'asile, elle n'a jamais été aussi importante en France. Donc 116 000 l'année dernière, si on n'avait pas un accueil, on aurait 116 000 personnes à la rue. On a aujourd'hui beaucoup moins de personnes, malheureusement on en a, à la rue. Après, il faut connaître la situation administrative de chacun. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui relèvent d'un autre État, à qui on a dit « mais vous ne pouvez pas rester en France, vous devez repartir dans cet État ». Mais vous avez des personnes qui ont déjà obtenu le statut de réfugié. En gros, 30% malheureusement des personnes qui sont sur le trottoir à Paris ont déjà obtenu le statut de réfugié. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont dans une situation où elles n'arrivent pas
à accéder à l'autonomie. Vous avez une partie des personnes qui refusent l'orientation en région, pour des raisons liées au fait qu'elles sont inquiètes ou elles veulent rester près d'autres personnes, etc. On peut pas... Près de leur communauté aussi, peut-être. Oui, mais on ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on ne peut pas accumuler tout le monde en Île-de-France. Ces campements, et c'est la préfecture de région Île-de-France qui le fait, on les prend en charge régulièrement, ils se reconstituent régulièrement. Donc il faut savoir pourquoi les personnes arrivent, qui sont-elles, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé au moment où elles sont passées au guichet. Bien sûr. Voilà. Si on n'orientait pas vers des hébergements, on aurait des milliers de personnes à la rue. Ce qu'on a eu à un moment donné. À Stalingrad, comme vous dites, on a eu des campements jusqu'à 3000 à 4000 personnes. Donc on n'en est pas là. Vous avez vu quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, au maximum. Voilà. Donc est-ce qu'elles sont arrivées hier ? Est-ce qu'elles ont refusé une orientation ? Il y a des personnes qui, manifestement, ne veulent pas poursuivre le parcours migratoire tel qu'on leur indique. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait voir exactement, en particulier chez les Soudanais, si certains n'attendent pas pour aller à Calais et après passer en Angleterre. Enfin, il y a toute une série de choses qui font que rien n'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas malheureux, mais rien n'est simple. Donc aujourd'hui, j'ai rejoint Yasser, qui travaille dans une association. Tu connais bien les gens qui sont ici ? Oui, je connais en fait beaucoup de personnes qui sont là. Vraiment, on se connaît depuis quelques mois. Il y a des gens qui on se connaît depuis quelques semaines. Tu me disais dans le quartier, il y a des Soudanais, des Éthiopiens un peu plus loin et les Afghans aussi. On a ici la communauté en fait soudanais, des Afghans là-bas, après le métro à Stalingrad ou le métro 2. Et on a une communauté à Érythrée, à Tupi, vers Jaurès. D'accord. J'ai eu mon statut de réfugié politique. Et après, petit à petit, j'ai appris le français. C'est bon, tu gères le français là donc en fait, je parle, c'est bon. En fait, et après, c'est vrai, en fait, actuellement, je travaille dans une association qui accueille des personnes exilées en fait comme moi. Donc je suis content. Est-ce que les gens qui sont ici, ce qu'ils attendent de la France, c'est de l'argent ou c'est les papiers le plus important ? Non, c'est papier. Vraiment, c'est les papiers. Ils savent que si ils ont des papiers, ils peuvent travailler, ils peuvent voyager. En fait, il faut aider la France. Il faut cotiser, il faut faire plein de choses. Même les gens qui sont là, ils ont perdu. Il y en a qui ont perdu leurs parents, il y en a qui ont perdu leurs frères et des familles et des proches et des voisins extra. Tu vois. C'est pour cela quand on voit ici les gens ils sont traumatisés. Il y en a qui ils n'arrivent même pas à parler. Donc en fait, ça veut dire en fait une personne qui n'arrive pas à parler, c'est vraiment il est dans une situation très compliquée. C'est quoi les souvenirs que vous avez du Soudan, vous ? Franchement, je me souviens encore des guerres, des problèmes entre les polices et tout ça. Moi, je me souviens en 2003 jusqu'à 2006, chaque semaine, on reçoit des appels qu'on a perdu des familles blagues, où on a perdu des proches. Maintenant, je ne regarde même pas les réseaux sociaux parce que quand je regarde des photos et des images, ça me rend très triste et mal à l'aise. Est-ce que tu as espoir de revoir le Soudan un jour ? Oui, carrément, un jour. Mais aujourd'hui, je me suis attaché à la France aussi, je construis une vie ici aussi. Mais j'espère que le pays devient bien et sécurité pour qu'on puisse visiter le pays tranquillement plus souvent. Qu'est-ce qui te manque le plus du Soudan ? Qu'est-ce qui me manque le plus du Soudan ? C'est bizarre à dire, mais on peut dire l'esprit des gens et la spiritualité aussi des gens, le rapprochement, la multiculturalité entre les personnes. Et moi, ce qui me manque personnellement, c'est ma famille. Ma famille me manque tellement. Et rester ma mère et mes frères et sœurs au Soudan. Tu es venu tout seul en France ? Je suis venu tout seul en France, oui. Tu as des nouvelles ? Pas trop récemment, dernièrement, pas trop vu la guerre. Mais la dernière fois, ils sont à la frontière pour aller vers le Soudan du Sud. Okay. Et j'espère que ils vont réussir.